euh, certains appelés Invictus Obi. C'est un jeune homme qui est né en 87, qui a fait ses études en Afrique du Sud dans l'informatique et la sécurité, et qui a été très florissant dans le monde du business. Et puis, il a même été nommé par le magazine Forbes. Ça, c'était en 2018. Vous savez que Forbes fait des classements. Et il avait des entreprises qui étaient vraiment florissantes dans beaucoup de domaines, dans l'immobilier, dans l'événementiel, ainsi de suite. Donc, Invictus Hobby, ça, c'est ce que je vous raconte là, le Forbes, la gloire, la richesse. Ça, c'est, on va dire, la face émergée de l'iceberg. Mais il y a une face cachée. La face cachée, c'est quoi? C'est que ce monsieur, Invictus Hobby, est lié à un scandale, n'est-ce pas? Il est à la source d'un scandale lié à l'identité. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans ce scandale, il y a un acteur principal. Il y a cette société-là que vous voyez, Unatrack Holding Limited. C'est une société qui est une filiale du groupe Caterpillar et qui est basée à Londres. Et cette société a perdu 12 millions de dollars. D'accord? Dans un truc, dans un scandale qui est lié à l'identité. Et cette histoire a été très bien documentée, n'est-ce pas, par le FBI, dans un case qui publie sur leur site. C'est de l'information qui est tout à fait publique. Et si ça vous intéresse, et s'il y a des gens qui s'intéressent au monde de la sécurité, je pense que c'est un document qui devait vous intéresser pour que vous compreniez un peu les modes d'action des cybercriminels. Donc, préjudice de 12 millions de dollars et la société, c'est Unatrack. Vous vous demandez peut-être comment c'est arrivé. Bon, moi, j'ai pris le temps, j'ai essayé de lire le document du FBI pour vous, donc j'en ai pris quelques éléments essentiels. Ce qui se passe, c'est que le 1er avril 2018, le directeur financier de Unatrack reçoit ce qu'on appelle un phishing email. C'est-à-dire que c'est un mail qui contient une page web. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'Office 365. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les cybercriminels ont pris l'interface de Office 365. C'est-à-dire qu'ils ont fait une fake page de Office 365. Ils ont mis dans un email et ils ont envoyé au directeur financier de cette entreprise. Et le directeur financier, qui n'était certainement pas, il était peut-être distrait, il a cliqué sur ce lien et il s'est retrouvé devant une page d'Office 365. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis son identifiant, il a mis ses identifiants, il a mis son email, qui a été donc, son email et son mot de passe qui ont été captés par les pirates en pensant qu'il était sur une page légitime de Office 365. Et ça, c'était le 1er avril qu'il a reçu le mail. Entre le 6 avril et le 20 avril, les pirates se sont connectés 464 fois à son compte. Et avec donc cet accès à son compte, les pirates ont appris tout sur ses collaborateurs, sur les procédures, sur les documents. Ils ont même pris des documents, ils ont envoyé et ils ont commencé à envoyer des ordres au département financier de Unatrack, comme si c'était, vous recevez un mail du DAF, hein, le comptable ou le trésorier, il reçoit un mail du DAF qui lui dit, fais un virement, voici une facture, fais un virement à ce fournisseur de tel. Et c'est le montant total de ces virements qui se sont évalués à 12 millions de dollars. C'est de l'histoire récente, et ça, c'est l'année passée, en 2019. Donc, un scandale, effectivement, qui est lié à l'identité. Et c'est pour ça que ça, c'était juste pour la mise en bouche. C'est pour ça que le sujet que nous abordons aujourd'hui, il est des plus cruciaux pour que vous compreniez un peu tous les enjeux qu'il y a derrière la gestion de l'identité. Eh bien, commençons donc par la base. On va parler des modèles d'identité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les modèles d'identité, ils ont vraiment beaucoup évolué. Ils ont vraiment beaucoup évolué. Je vais expliquer tous ces modèles-là qui sont à peu près représentés à l'écran. Vous avez aujourd'hui deux tendances. Vous avez l'identité qui est l'identité classique que vous connaissez, c'est-à-dire que vous avez par exemple un système comme Active Directory, technologie super performante qui a fait ses preuves et qui est un système d'identité qu'on peut qualifier aujourd'hui de classique. Et puis, vous avez des systèmes d'identité émergents qui sont basés sur ce qu'on appelle
l'authentification ou bien l'authentification moderne, ce que certains appellent l'authentification moderne, ou bien l'authentification basée sur les claims. En fait, en anglais, ils disent claim, mais en français, on dit revendication. D'accord? C'est-à-dire que dans ce type de... l'identité classique, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez déjà. C'est-à-dire que le système qui vous authentifie a votre compte et votre mot de passe. Et donc, quand vous tapez, n'est-ce pas, il vérifie dans sa base de données et il vous laisse passer, si tout est bien. Mais l'identité basée sur les revendications fonctionne autrement. C'est-à-dire que dans le système d'identité basé sur les revendications, le gestionnaire d'identité ou le système qui vous authentifie n'est pas obligé d'avoir votre identité. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il a confiance en la personne qui vous a donné de l'identité et dès que cette personne lui dit que c'est bon, il vous laisse passer. Il estime que vous êtes authentifié. D'accord? Et c'est un système qui n'est pas très... qui n'est pas... Même dans la vie réelle, c'est un système qu'on utilise. Quand vous allez prendre un avion et que vous vous présentez à un comptoir d'enregistrement, en réalité, vous utilisez un système basé sur l'authentification de revendications sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous faites une première revendication. Vous dites, comme moi, je m'appelle Gaston. Et qu'est-ce que vous faites? Vous donnez votre passeport à l'agent de comptoir. Qu'est-ce que l'agent de comptoir fait? Comme l'agent de comptoir a confiance en l'entité qui a délivré le passeport, n'est-ce pas? Il estime que vous êtes authentifié parce qu'il voit, n'est-ce pas, sur ce document-là que ce document porte le nom de Gaston. Vous pouvez faire une deuxième revendication. Vous dites, la deuxième revendication, c'est que j'ai une place dans cet avion. Et ensuite, vous allez présenter votre billet d'avion. Et exactement de la même façon, l'agent de comptoir va regarder, n'est-ce pas, son système et, n'est-ce pas, comme il a confiance en ce système, s'il voit votre nom dedans, il va dire oui, vous avez. Et dans l'informatique, ça se présente comment? Vous avez aujourd'hui de plus en plus, je sais que vous l'avez remarqué, des systèmes d'identité où, quand vous voulez vous connecter, on vous dit connectez-vous avec votre compte Facebook, avec votre compte Google, ainsi de suite. Eh bien, c'est des systèmes d'authentification qui sont basés sur les revendications. Et donc, vous avez, dans les modèles d'identité, trois modèles. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle, avec la venue du cloud, n'est-ce pas, et des applications de productivité, on a beaucoup parlé de Teams les dernières semaines, vous avez une identité qui est zéro serveur on-premise, c'est-à-dire que toute votre identité est gérée sur le cloud. Et c'est ce composant central qu'on appelle Azure AD. Nous allons revenir sur ça. Vous avez ensuite au milieu une identité qui fait le lien entre votre système traditionnel, Active Directory, là on est sur la figure du milieu, et Office 365. D'accord? Et puis, vous avez au bout là-bas aussi quand même de la synchronisation, parce qu'on est toujours dans de la synchronisation, mais on y ajoute un élément supplémentaire qui fait où on parle de fédération d'annuaires. Et on va voir dans la suite de notre propos quelles sont les conséquences du choix de tel ou tel modèle d'identité. Parce que en fait, c'est là où tout se joue. Et il faut savoir quelles sont les conséquences quand vous choisissez l'un ou l'autre. D'accord? Donc, on a parlé de l'identité synchronisée. Je vais vous faire remarquer que, dans le modèle d'identité, les derniers modèles d'identité dont on a parlé, il y a de la synchronisation. Et de la synchronisation, ça se passe avec Azure AD Connect. D'accord? C'est-à-dire que vous avez votre serveur Active Directory et vous avez un serveur à côté, n'est-ce pas, qui va faire donc de la synchronisation de vos comptes avec un composant qu'on appelle Azure, avec l'Azure AD en fait. D'accord? Et ce composant d'identité synchronisée, n'est-ce pas, est à la base de plusieurs, n'est-ce pas, des mutations qu'on voit aujourd'hui dans les systèmes de gestion d'identité. Eh bien, parlons un peu donc de ce Azure AD. Aujourd'hui, dans le contexte du Covid, il y a eu des cas qui ont émergé. Moi, j'en ai relevé 4. Vous avez des gens qui vous disent, oui, je veux faire du télétravail, mais je n'ai pas de VPN. OK? Bien. Il y a le cas numéro 2 où des gens disent, oui, je n'ai plus accès à mes serveurs de fichiers internes, mais je sais pouvoir continuer à travailler. D'accord? Vous avez un troisième cas où des gens disent, non, nous, on n'a même rien, on n'a aucun moyen de travailler à distance. Voilà. Et
le cas 4 où des gens ont Office 365, comme là, j'ai remarqué lorsqu'on faisait les sondages qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui ont Office 365 et je souhaite que mes collaborateurs puissent travailler à distance de manière sécurisée. Et vous savez, si on se base sur tout ce qu'on a vu ces derniers temps, il y a des solutions, n'est-ce pas? Par exemple, sur le cas 1, on peut déployer du Teams. D'accord? On peut déployer du Teams, on peut déployer du SharePoint. On va toujours trouver une solution qui peut permettre aux gens de travailler, n'est-ce pas? Quel que soit le contexte dans lequel ils sont. Mais il faut savoir que le point commun de tout ça, c'est l'identité. D'accord? À la base de tout ce que vous allez mettre, il y aura l'identité. Donc, il faut donc, j'allais dire, avoir une attention particulière, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Identity is the key, n'est-ce pas? Et donc, Azure AD, comme système d'authentification qui allie à la fois le premier système, qui est à la fois un système classique et moderne aussi, parce que c'est ça sa force, c'est que il fonctionne comme un système classique, c'est-à-dire que vous pouvez y enregistrer des utilisateurs et leur mot de passe, mais il comprend aussi ce que nous avons appelé tout à l'heure l'authentification basée sur les revendications ou bien le Modern Authentication. Et vous voyez là, à gauche, on a nos serveurs, nos data centers, Active Directory, et au centre, n'est-ce pas, de cette mouvance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens consomment des applications qui sont dans le cloud. D'accord? Et vous avez donc de la facilité à connecter Azure AD à votre environnement traditionnel. Pourquoi? Parce qu'il peut s'interconnecter à cet environnement, ça c'est bien. Il a des fonctionnalités de self-service, on va pas. Et surtout, il vous permet de faire du single sign-on. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous faites bien les choses, vous pouvez introduire Azure AD dans votre infrastructure et que l'expérience utilisateur reste au final la même, puisque c'est du single sign-on, n'est-ce pas? Et que les gens puissent être capables de consommer les applications, quel que soit l'endroit où ces applications sont, qu'elles soient dans votre data center ou alors qu'elles soient dans le cloud, avec la même identité. Eh bien, Azure AD, donc c'est dans ce service-là qui, n'est-ce pas, permet de... C'est un gestionnaire d'annuaire, n'est-ce pas? Et il vient en 4 éditions. Vous avez la version Active Directory gratuite, n'est-ce pas? Vous avez de base, vous avez ADP1 et ADP2, n'est-ce pas? Quand vous avez Office 365, vous avez en fait l'Azure AD de base, n'est-ce pas? La plupart des plans Office 365, si vous êtes, n'est-ce pas, familier avec le licensing, vous avez l'Azure AD de base. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, lorsqu'on parlait de gouvernance, Azure ADP1 a un certain nombre de fonctionnalités que n'a pas l'Azure AD de base. Par exemple, quand on parlait de la possibilité d'avoir un groupe d'utilisateurs qui peuvent créer des teams, voyez? Ou alors la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, de faire de la nomenclature en faisant un préfixe ou un suffixe de teams. Pour ce genre de fonctionnalité, il vous faut un Azure ADP1, n'est-ce pas? Et l'Azure ADP2, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire vous aurez tout l'Azure ADP1, mais vous aurez aussi un autre type de fonctionnalité. Vous aurez par exemple du just in time des administrateurs, c'est-à-dire la possibilité de donner un ID à quelqu'un qui fasse une tâche d'administration, mais qui soit limité dans le temps. Donc, vous avez un ensemble de choses comme ça. Et sur le lien qui est là, vous avez, c'est très bien expliqué, vous avez, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans chaque plan de Azure AD. Donc, Azure AD, c'est vraiment le centre de cette identité nouvelle vers laquelle nous voulons aller. Eh bien, c'est un composant qui a bon, la mutualisation de l'authentification, on en a parlé. On a dit que c'est un composant qui peut faire de l'authentification classique et de l'authentification moderne, la mobilité, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a des choses qui ne paraissent pas évidentes, peut-être au premier coup. Vous avez par exemple l'Azure AD B2B. Quand vous êtes sur votre Teams, pour ceux qui ont Office 365, et que vous m'invitez, moi, qui est aussi un Office 365, si vous m'avez suivi, vous avez compris que chacun a un Azure AD. Eh bien, il faut savoir que quand dans votre Teams, vous m'invitez, moi, qui suis un utilisateur Teams, donc qui est aussi dans Azure AD, en réalité, vous êtes en train d'utiliser les fonctions d'Azure AD B2B. D'accord? Ça ne paraît pas évident au premier, mais en fait, c'est ça. C'est les fonctions Azure AD B2B.
Maintenant, vous avez l'Azure AD B2C qui vous permet d'ajouter en plus par exemple, des gens qui ont des mails Yahoo ou des mails Gmail. Là, vous êtes en train de faire appel aux fonctions Azure AD B2C. Ensuite, vous avez l'Azure AD Proxy qui vous permet de connecter vos applications on-premise web et d'utiliser Azure AD comme gestionnaire d'authentification ou d'identité. Donc, vous voyez, c'est un composant qui a beaucoup de fonctions et qui permet aujourd'hui de répondre à tous les scénarios business, vraiment tous les scénarios. En plus de la sécurité sur laquelle nous allons revenir. Parce que bien vers la fin de cette session, on va vraiment parler de tout ce qui est du MFA. Voilà, donc il y a un article sur le blog de ST Digital que je vous invite à aller visiter souvent, où nous avons fait, n'est-ce pas, la différence entre Windows AD, le AD que vous connaissez, classique, avec le Azure AD, ainsi de suite. C'est le lien qui s'affiche là à l'écran. Donc, parlons donc d'authentification. Très important, c'est vraiment le sujet central de notre truc. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'identité synchronisée est basée sur ce composant qui s'appelle Azure AD. Eh bien, quand vous installez Azure AD, ce que vous voyez là, en réalité, c'est une fenêtre de configuration de l'Azure AD. Bon, il y a là-dedans, il y a un ensemble d'options. C'est ça que je m'en vais vous expliquer, pour que vous compreniez un peu les nuances qu'il y a. Parce que quand vous êtes en train d'installer ce Azure AD, vous avez, n'est-ce pas, la première option qui est l'option par défaut, qui est le PHS. On l'appelle PHS. Bon, je vais utiliser des abréviations, mais je vais toujours expliquer. Donc, c'est le Password Hash Synchronization. En réalité, vous avez trois grandes options. C'est les trois. Parce que le reste, c'est par exemple le Federation avec Peak Federate, c'est une variante de la fédération. Donc, vous avez les trois grandes options là. Vous avez le Password Hash Synchronization, vous avez le PTA, ce qu'on appelle le PTA, Pass-Through Authentication, et la fédération. D'accord? Et on va commencer par, on va dire, l'architecture la plus classique. Ça, c'est l'authentification ADFS. D'accord? Déjà, ce que vous remarquez, et je vais vous expliquer, je vais bien faire ressortir les différences, c'est que, j'espère, vous localisez, il faut d'abord localiser là où sont vos serveurs, n'est-ce pas, on-premise, c'est-à-dire dans votre data center. Vous avez Active Directory, là on est à droite, on a notre Azure AD, voilà, ça va, tout va bien. On a, et ça c'est une implémentation, on va dire, selon les best practices. Parce que Microsoft dit, pour mettre en place la fédération, il vous faut, déjà, en termes de segmentation réseau, il vous faut une zone démilitarisée, c'est ce qu'on a là au milieu, n'est-ce pas, un réseau de périmètre, et vous avez le cloud qui est tout à la gauche. Donc, vous avez les serveurs, vous avez deux serveurs de fédération, vous devez mettre, et tout ça c'est pour à la fois du load balancing et de la disponibilité, hein, et vous avez du Federation Proxy, c'est-à-dire les serveurs proxy, que vous devez mettre dans la zone démilitarisée. Ensuite, vous avez le cloud. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand un utilisateur veut s'authentifier, d'accord, il va rentrer ces informations d'authentification. Azure AD il va détecter que je suis en présence d'un système d'authentification qui est fédéré. Et qu'est-ce qu'il va faire? En réalité, le système d'authentification, il va le rediriger vers les serveurs de fédération. D'accord? Donc, ça va passer par le réseau de périmètre, dont les Federation Proxy, ça va remonter vers les serveurs de fédération et ça va passer par l'Active Directory qui va donner son résultat et puis ça va revenir sur Azure AD pour que l'utilisateur soit authentifié. La fédération, c'est une technologie qui est très robuste, mais le truc, c'est que, imaginez que, vous l'avez compris, je suppose, que si vous avez un problème avec l'Active Directory, aucun utilisateur ne pourra se connecter sur les applications cloud. Eh bien, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que dans de grands groupes, 20 000 utilisateurs dans le monde, que personne n'arrive à se connecter pour 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps. D'accord? Donc, ça, c'est la fédération. Et l'une des choses aussi, c'est qu'au début, quand Microsoft avait fait ce composant, en réalité, il n'y avait pas le PTA. Il n'y avait que le Password Hash Synchronization et la fédération. Et je vais vous expliquer. C'est-à-dire que, pardon,
On rentre en arrière. Il y avait aussi une autre chose qui faisait que les gens implémentaient la fédération parce que certains gens voulaient toujours garder la main sur le système d'authentification. Et donc, ils disaient, oui, c'est bien, je veux bien le cloud, je veux qu'on ait de la synchronisation, mais je veux contrôler mon authentification. Donc, je veux que ce sont mes serveurs Active Directory qui continuent à authentifier les utilisateurs. Donc, ça aussi, c'était notamment dans les industries à sensibilité forte, où, voilà, donc il y a parfois ou même des recommandations réglementaires hein, qui permettent d'avoir ce genre de contraintes. Ensuite, vous avez le PHS. Déjà, remarquez qu'entre les deux, vous voyez qu'ici, on n'a plus besoin de zones démilitarisées, n'est-ce pas? C'est vraiment un schéma simplifié, d'accord? Donc là, on a l'Active Directory, on a l'Azure AD Connect, et puis on a l'utilisateur. Alors, le PHS, lui, il fonctionne comment? C'est que je suis un utilisateur, je me connecte sur le cloud, l'Azure AD, n'est-ce pas? Avec mes identifiants de l'Active Directory, parce que je suis synchronisé, n'est-ce pas? L'Azure AD me permet de me connecter. D'accord. Alors, le truc ici, c'est quoi? C'est que c'est l'Azure AD qui, n'est-ce pas, gère l'authentification. Et donc, dans les systèmes avec PHS, l'Azure AD l'Active Directory peut tomber, je crois que vous l'avez compris, n'est-ce pas? Mais les utilisateurs continuent à se connecter sur, n'est-ce pas, les applications cloud. Voilà. Bon, ça, pour certaines personnes, c'est une chose qui convient, d'accord? C'est une chose qui convient. Et qu'est-ce que Microsoft a fait? Ils ont amélioré. Ils ont vraiment amélioré. Ils ont pris un peu du meilleur des deux mondes. Et ils ont fait donc ce qu'ils appellent l'authentification PTA. L'authentification PTA, en fait, c'est un peu de l'ADFS. C'est semblable à de l'ADFS en ce sens que c'est toujours l'Active Directory qui est maître de l'authentification, mais sans la complexité d'installation de l'ADFS. Vous avez remarqué ici, là, le nombre de serveurs assez réduit. Vous n'avez pas de zone démilitarisée. Ce que vous avez, en fait, c'est des agents, n'est-ce pas? C'est des agents qui communiquent avec l'Azure AD et qui vont, n'est-ce pas, lui donner l'information si tel ou tel est machin. Mais ici, avec quand même la même limitation que l'ADFS, que si ce n'est que ça qui est en place, n'est-ce pas, et que votre Active Directory tombe, n'est-ce pas, vous aurez des problèmes parce que Azure AD ne pourra pas authentifier vos utilisateurs. Donc, en termes d'authentification, c'est très important à comprendre, n'est-ce pas, ces trois éléments dans la plateforme spécifique de Office 365. Eh bien, là, il y a un tableau, n'est-ce pas, qui résume un peu tout ce qu'on a vu. Bon, je ne vais pas le parcourir, mais ici, vous voyez très bien, là, je suis à la ligne 3, 1, 2, 3, authentification provided by AD on-premises, c'est-à-dire authentification qui est faite par les serveurs de mon data center. L'ADFS, on a check, et le PTA, on a aussi check. C'est exactement ce à quoi on s'attend, n'est-ce pas? Alors qu'avec le PHS, n'est-ce pas, c'est sur l'Azure AD, d'accord, que vous faites. Et vous voyez très bien ici, n'est-ce pas, que à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, à la ligne 5, authentification avec Azure AD, là, non, c'est pas bon, là, c'est pas bon, et le PHS, lui, fait bien le truc. Voilà. Donc, et vous avez ici, très important, Reduce Admin Requirement, c'est-à-dire que la charge administrative, la charge de gestion, d'accord? Vous voyez que sur l'ADFS, et l'ADFS qu'on a montré, ça, c'est vraiment parce qu'après, il y a des questions de certificat derrière. C'est vraiment très complexe à maintenir. Et même Microsoft dit que si vous ne faites que l'ADFS, n'est-ce pas, pour Office 365, il faut peut-être penser à autre chose parce qu'il y a des choses qui permettent très bien de répondre à ces besoins-là. Voilà. Donc, voilà en termes d'authentification, n'est-ce pas, les trois composants, n'est-ce pas, surtout quand on parle d'identité synchronisée. Voilà. Maintenant, parlons de la sécurisation. Comment est-ce qu'on sécurise? Parce que c'est ça. C'est-à-dire que, c'est vrai, on a expliqué comment ça se passe, comment est-ce qu'on sécurise? Je ne sais pas si vous êtes familier de ce composant. C'est un composant qui s'appelle le Secure Score. Je pense qu'il faut toute une session pour le présenter. Donc, mais en fait, il faut savoir que
dans le centre de sécurité ou de conformité, ça s'appelle plus, ça se passe maintenant, centre de conformité de Office 365, vous avez cet élément qui s'appelle le Secure Score. Il sert à quoi? En fait, il est très essentiel. Pourquoi? Parce qu'il vous donne une vue globale de votre niveau de sécurité, on va dire, sur tous les composants de votre infrastructure, sur l'identité, sur la data, même sur les postes de travail, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un truc complet. Et il le présente, n'est-ce pas, sous la forme d'un chiffre. Il vous donne un chiffre, n'est-ce pas, et il vous dit comment est-ce que vous allez améliorer votre score, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, tendre vers l'idéal. Pour tendre vers l'idéal. Et il vous donne donc des recommandations. En réalité, très souvent, quand on vient d'acquérir Office 365 ou bien quand on l'a mis en place, si vous allez là-dedans, il y a souvent une recommandation forte, n'est-ce pas, qui vient en premier, c'est qu'il faut activer ce qu'on a appelé le MFA. D'accord? Il faut activer le MFA. Mais pourquoi parlons-nous aujourd'hui de MFA? Eh bien, j'ai essayé de chercher quelques chiffres. L'année dernière, Microsoft a publié ce qu'on appelle un livre blanc qui est intitulé Why MFA is a top priority in 2020. C'est-à-dire pourquoi le MFA est vraiment la priorité en 2020. Et j'ai pris quelques bribes d'informations dans ce livre blanc, nous l'avons lu pour vous, d'accord? Et qu'est-ce qu'on dit dedans? On nous dit, peut-être votre mot de passe, il vous a peut-être, n'est-ce pas, gardé, il vous a mis en sécurité hier, mais ce ne sera pas le cas demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut, par exemple, 100 jours pour qu'une organisation constate que l'identité a été compromise. Vous vous rendez compte? 100 jours, environ 3 mois. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a compromis votre identité, il vous faut 3 mois pour vous rendre compte que votre identité a été compromise. D'accord? Donc, et une identité compromise, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. D'accord? Et l'autre chose qu'on apprend, c'est que en mettant en place des facteurs d'authentification multiples, on réduit le risque de compromission de 99,9%. Ça, c'est aussi un chiffre, n'est-ce pas? Et l'autre truc qu'on apprend aussi, on dit 80% des failles de sécurité sont liées à une compromission de l'identité. C'est-à-dire 80%, vous vous rendez compte? 80% de problèmes de problèmes de sécurité. Prenez tous les problèmes de sécurité, c'est de la compromission d'identité en général que vous allez trouver. La compromission d'identité. Voilà. Et donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que il ne faut plus que l'identité soit seulement, il faut une identité à multifacteurs. Il faut que vous ajoutiez, n'est-ce pas, d'autres facteurs, n'est-ce pas, dans votre système d'authentification. Et c'est quoi l'identité, l'authentification multifacteur? C'est une authentification qui allie quelque chose que vous savez, comme un password, avec quelque chose que vous avez, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal, 2 facteurs. Et si vous êtes vraiment paranoïaque, vous pouvez ajouter un 3e facteur qui est la biométrie. Là, on va dire quelque chose que vous êtes. Donc, c'est ça le MFA. Ça veut dire que dans un système avec MFA, on va utiliser, on aura SWI, on aura le password, on aura un device, généralement un device qui n'est pas facilement clonable, quelque chose qui nous appartient, n'est-ce pas? Et ces 2 systèmes, tous ensemble, mis ensemble, vont participer à l'authentification. Rappelez-vous, dans le cas de Invictus, OBI, dont on a évoqué au tout début de cette présentation, est-ce que vous voyez comment ce système aurait pu permettre, n'est-ce pas, d'éviter les dégâts qu'on a eus par la suite? N'est-ce pas? Parce que Invictus, il a pu peut-être avoir le mot de passe, n'est-ce pas? Mais quelle était la probabilité qu'il ait, n'est-ce pas, le téléphone ou bien la biométrie, n'est-ce pas, les données biométriques de ce DAF. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, les cybercriminels savent que l'accès aux applications à distance est devenu la norme. C'est ce que le Covid, n'est-ce pas, a imposé. N'est-ce pas, vous avez vu cette image un peu rigolote sur les réseaux sociaux qui demandait qui dirige la révolution digitale dans vos entreprises. Est-ce que c'est le CEO, est-ce que c'est le CTO ou est-ce que c'est le Covid-19? Donc, le Covid-19 a induit d'autres comportements, même de travail. Et aujourd'hui, les gens savent que beaucoup de gens vont essayer d'accéder à leur système à distance. Et comme on vous l'a dit, la base de tout accès, c'est l'identité. Et donc, il faut la sécuriser. Si on fait un peu un regard panoramique de ce qu'est l'authentification aujourd'hui, ça c'est toujours des données qui remontent de ce livre blanc de Microsoft. Qu'est-ce que Microsoft nous dit? Microsoft nous dit que 83% de personnes pensent encore qu'aujourd'hui encore, l'utilisation des passwords est la méthode d'authentification la plus utilisée. Vous vous rendez compte, 83%. D'accord? Et puis vous avez 64% de gens qui ont mis en place une MFA basique, c'est-à-dire avec 2 facteurs. Et puis, vous avez 43% qui ont mis, n'est-ce pas, qui ont ajouté un autre facteur au-dessus. D'accord? Et dans l'avenir, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est, n'est-ce pas, de faire que qu'on implémente le MFA, n'est-ce pas, et que le MFA devienne la norme. Il y a par exemple cette donnée qui vient aussi de ce document. Quand on demande à ces responsables de la sécurité, au DSI, pourquoi vous voulez mettre en place le MFA, ils disent que c'est pour être mieux sécurisé, ça c'est clair, et ils disent aussi que c'est devenu une norme dans l'industrie, c'est une bonne pratique, et donc il faut la mettre en place, n'est-ce pas? Et donc le challenge serait, est-ce que j'ai l'infrastructure de base nécessaire pour mettre en place facilement ce qu'on appelle le MFA? Voilà. Donc, je vais montrer un peu, bon, je vais montrer un peu, quand j'ai parlé d'infrastructures de base nécessaires, si, je pense que beaucoup de gens, n'est-ce pas, connaissent un peu cette fenêtre. En fait, ça, c'est le portail d'administration de Microsoft 365. D'accord? Dans le portail d'administration de Microsoft 365. Avant que d'y arriver, je vais d'abord dire une chose. Parfois, je dis aux clients que le cloud, c'est... Dans le cloud, on est plus sécurisé que jamais. Bon, parfois, il y a des gens qui ne nous croient pas au premier chef. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que quand vous prenez un produit cloud, le cloud fonctionne dans un modèle de ce qu'on appelle share responsibility. C'est-à-dire que c'est un modèle de responsabilité partagée. C'est-à-dire que le fournisseur cloud, il va vous donner, n'est-ce pas, des éléments, il va vous donner une plateforme, il va garantir que vos données seront là. Mais pour ce qui est d'activer telle ou telle méthode ou activer tel ou tel système de sécurité, la charge vous revient. D'accord? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois quand une norme a tendance à émerger, Microsoft, par exemple, dans les nouveaux tenants, il essaie d'imposer le MFA. Mais pour des gens qui ne sont pas habitués, parfois ça devient un peu compliqué, n'est-ce pas? Il faut reprendre la main. Mais ce que je voulais vous montrer, surtout à travers cette fenêtre, c'est la facilité avec laquelle on peut mettre en place un standard, ce qu'on nous dit comme étant un standard de l'industrie, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. Vous êtes sur le portail d'administration, vous cliquez sur utilisateur actif, et puis vous avez une entrée là qui vous dit multifactor authentification. Et qu'est-ce que vous faites? Vous définissez d'abord ce qu'on appelle les service settings, c'est-à-dire vous définissez votre second facteur, puisqu'on a déjà le premier facteur. Donc, vous allez choisir, est-ce que c'est un appel téléphonique, est-ce que c'est un SMS, et Microsoft a même ce qu'on appelle une mobile app, n'est-ce pas? Ou même, est-ce que c'est un token, n'est-ce pas? On va parler tout à l'heure des tokens, n'est-ce pas? Vous avez des entreprises qui font des tokens, n'est-ce pas? Donc, on est toujours dans l'esprit de quelque chose que je connais, le password, et quelque chose que j'ai. Et ça peut être un token, ça peut être un téléphone, ça peut être... Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. Donc, vous définissez, n'est-ce pas, vos facteurs supplémentaires. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez un utilisateur, n'est-ce pas, et vous activez le MFA. Aussi facilement. Ou vous activez
n'est-ce pas, pour tous les utilisateurs, n'est-ce pas, en masse, n'est-ce pas? Et puis, vous aurez une fenêtre comme ça. Et puis, pour ce qui est de l'expérience utilisateur, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Pour les gens qui n'ont pas encore, puisqu'il y a des gens qui ont répondu qui n'ont pas, n'est-ce pas, ils ne savent pas ce que c'est que le MFA. Vous avez ici un utilisateur qui veut se connecter. D'accord? L'expérience sans MFA, c'est que à partir du moment où il met son UPN, son nom d'utilisateur, et son mot de passe, il clique sur Sign In, quand c'est bon, le système l'authentifie et il est directement connecté. Avec le MFA, l'expérience va changer. Il y aura un petit changement. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant, on va lui demander un code, n'est-ce pas, qui va être, n'est-ce pas, envoyé dans le téléphone, et tout ça c'est gratuit, hein, le code vous est envoyé gratuitement, dans le téléphone qui a été enregistré comme étant le vôtre, et à ce moment-là, vous aurez besoin de ce deuxième facteur d'authentification pour pouvoir passer et vous connecter. D'accord? L'idée, et puis là, vous êtes un utilisateur connecté, vous pouvez commencer à consommer vos applications. L'idée ici, c'est de voir et de se demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans mon système, si je veux mettre en place le MFA, qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que je suppose que la partie où est-ce qu'on est convaincu qu'il nous faut du MFA a déjà été évacuée à ce stade de la présentation. Mais aujourd'hui, si je veux mettre en place le MFA, est-ce que j'ai l'infrastructure de base nécessaire pour pouvoir mettre en place du MFA? Parce que c'est là où tout se joue, d'accord? C'est là où vous musclez votre jeu en face des cybercriminels. Parce que si vous n'avez pas l'infrastructure de base nécessaire, vous serez en train peut-être de penser à un projet qui va vous prendre de l'argent, qui va vous prendre du temps de projet, alors que vous devez être en train de produire. Voilà, donc c'est très important de se demander, est-ce que les outils que j'utilise aujourd'hui sont adaptés à l'informatique d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai les bons outils? C'est très important. Voilà, donc on a parlé du MFA, on a parlé de comment le mettre en place dans un environnement Office 365. Maintenant, je vais vous parler de l'avenir de l'authentification. On n'arrête pas le progrès, hein, on va dire comme ça. On est passé maintenant à l'ère du passwordless. D'accord? Tenez-vous tranquille. Le passwordless, c'est quoi? C'est que on nous dit qu'il est possible de se connecter en multifacteur, n'est-ce pas? Évidemment, c'est-à-dire le multifacteur, c'est un prérequis, mais sans mot de passe. Je ne sais pas si certaines personnes qui suivent sont familiers de ce concept, mais aujourd'hui, en termes d'authentification, il y a une norme qui émerge. C'est ce qu'on appelle le standard FIDO. En 2012, ce FIDO-là, Alliance, c'est un regroupement de compagnies qu'on connaît, de grands noms de l'industrie, PayPal, Lenovo, ainsi de suite, qui ont été rejoints par Google, Ubico, qui se sont réunis pour dire que quoi? Pour dire que aujourd'hui, il y a beaucoup, on dit il faut un mot de passe complexe, oui, et voilà, et aujourd'hui, on a ajouté la double authentification. Mais toutes ces contraintes qui sont liées au mot de passe affaiblissent encore le mot de passe. Allez comprendre. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il est possible, dans une implémentation du standard FIDO, n'est-ce pas, de pouvoir vous connecter de façon sécurisée, n'est-ce pas, sans utiliser le mot de passe. Et pour ceux qui nous suivent, je voudrais vous dire que parfois, l'un des freins qu'il y a eu dans la mise en place du MFA, c'est que si vous avez une population d'utilisateurs, surtout les top exécutifs, qui sont un peu réticents à la technologie, parfois, puisqu'ils sont habitués dans les systèmes où tu entres ton mot de passe, tu passes, tu vois, quand vous commencez à lui dire plusieurs facteurs, ça devient un problème. D'accord? Alors, le standard FIDO peut peut-être être la solution à vos problèmes. Moi, je me rappelle, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est Anthony, s'il est dans le call, c'est notre DG. Il se rappelle de ce client institutionnel où le DSI il avait une superbe idée. Il est venu trouver un peu l'infrastructure un peu
qui n'était pas très aux normes, et il a décidé de mettre un serveur Active Directory. Il a décidé d'implémenter Active Directory dans le ministère. Et bon, le ministère, ce n'est pas l'endroit où les gens sont très fans de technologie. Et il s'est dit qu'il pourrait, par exemple, s'il avait, par exemple, un directeur, il va donner le mot de passe à l'assistante. Comme les assistantes sont obligées, elles tapent quand même, elles ont l'habitude de taper, ça va peut-être aller et tout. Donc, il implémente sa stratégie de mot de passe complexe et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les assistantes, comme le mot de passe est complexe, elles n'arrivent pas à s'habituer. Et chaque fois que leur patron arrive, ils disent que l'informatique, ça ne marche pas. Ils ont bloqué toutes les machines. Et, et les patrons qui sont embêtés par cette histoire de mot de passe disent enlevez-nous tout ça, remettez-nous comme avant. D'accord? Il y a un micro qui est ouvert. Bon. Espérons qu'il va se... OK. Donc, les patrons, ils ont pris la décision qui, je suppose, tout le monde, nous sommes convaincus qu'il ne fallait pas prendre. Ils ont arrêté, n'est-ce pas, le projet Active Directory. Eh bien, aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, des solutions qui sont basées sur ce standard FIDO qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous connecter à des systèmes sans mot de passe. Je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, comment ça marche, le FIDO. Donc, vous avez un système avec... c'est un système qui marche avec ce qu'on appelle les clés symétriques. D'accord? Donc, l'utilisateur a une clé, le système qui l'authentifie a aussi une autre clé, n'est-ce pas? Et c'est un échange de clés. C'est cet échange de clés-là qui fait l'authentification. Voilà. Et quels sont les avantages du FIDO? Bon, on dit niveau de sécurité plus élevé, confort d'utilisation. C'est toujours ça. Hein. C'est que le confort, n'est-ce pas? On n'est plus, n'est-ce pas, attaché par, n'est-ce pas, la connaissance d'un mot de passe, n'est-ce pas? Et protection contre tout ce qui est. Et c'est une technologie qui monte. Vous allez en entendre de plus en plus parler dans les jours qui viennent. D'accord? Et comment implémenter ce FIDO dans un environnement Office 365. Si vous allez sur notre blog, il y a un article qui est très bien documenté, n'est-ce pas, dessus. Comment vous connecter à Office 365 de manière sécurisée. D'accord? Je ne vais pas revenir sur la configuration. Je vais vous faire une petite démo. Et ici encore, je m'arrête pour dire, est-ce que vous avez... Là, on parle d'un nouveau standard, donc de la possibilité d'implémenter, n'est-ce pas, de se connecter à un système sans mot de passe. Est-ce que, toujours la même question, est-ce que j'ai l'infrastructure de base qui me permette de profiter de tous ces, n'est-ce pas, de toutes ces nouveautés qui émergent dans l'industrie et qui permettent d'être plus sécurisé sans faire de compromis sur, n'est-ce pas, l'expérience utilisateur, le confort. C'est vers là où on va. Si je n'ai pas cette infrastructure de base, il faut que je m'interroge. D'accord? Je vais m'arrêter juste un petit moment pour vous faire une démo de ce que nous appelons le passwordless. Donc, juste un moment, je veux partager mon écran. D'accord? Donc, bon, je vais fermer ça. Donc, tout à l'heure, j'espère que vous voyez mon écran. Je vous parlais vous avez ce constructeur Yubico. Yubico, c'est quelqu'un qui fait des clés, comme ça, n'est-ce pas? Qui sont, n'est-ce pas, des clés, n'est-ce pas, qui servent à l'authentification. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait s'authentifier avec Yubico sur Office 365, quand il va entrer son mot de passe, qu'est-ce qu'il va faire? Le système va attendre. Il va toucher la clé et il va s'authentifier directement. D'accord? Donc, vous voyez que dans un système comme ça, quelqu'un qui n'est pas très familier de la technologie, n'est-ce pas, pourra, n'est-ce pas, tout à fait être sécurisé, n'est-ce pas, mais aller et tout à fait être à l'aise dans son authentification. Mais nous, on ne va pas utiliser Yubico. Nous, on va utiliser les outils classiques de Office 365. On a configuré notre authentification. Vous pouvez le configurer par utilisateur aussi. D'accord?
Et je vais prendre pardon, je vais fermer tout ça et je vais lancer un autre navigateur pour que ce soit plus parlant. D'accord. Donc, je me mets sur mon portail d'authentification. Voilà. Le système me demande mon ID. Labs.microsoft.com. Alors, pour vous expliquer un peu, moi, j'ai configuré ce compte pour faire de l'authentification sécurisée sans mot de passe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une application, n'est-ce pas, qui est installée dans mon téléphone. Et cette application s'appelle Microsoft Authenticator. Malheureusement, donc, cette application s'appelle Microsoft Authenticator. Regardez un peu ce qui se passe quand à partir du moment où je clique, parce que avant, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand je clique, n'est-ce pas, je fais Next, n'est-ce pas, il me demandait un mot de passe. Mais regardez ce qui se passe. Il me demande, n'est-ce pas, et cette application-là va me générer des numéros à la volée qui est installé sur mon téléphone. Malheureusement, vous ne voyez pas mon téléphone. Je vais choisir le numéro qui est équivalent à ce qui s'affiche à l'écran là. Remarquez bien que je n'entre pas de mot de passe, n'est-ce pas? Et, pardon, un moment. Donc, je ne vais pas entrer de mot de passe, d'accord? Mais le système sera capable, n'est-ce pas, de m'authentifier. Ça va venir. Soyez juste patient. Et, hop, voilà. D'accord? Je suis authentifié. D'accord? On est bien là. Il y a effectivement multifacteur, parce que j'ai juste... Mais c'est plus facile, même pour l'utilisateur le moins aguerri, on va dire, n'est-ce pas, de cliquer sur un chiffre qui apparaît sur son téléphone que de, n'est-ce pas, d'être en train de rentrer un mot de passe ou tout. Donc, voilà un peu là où l'authentification est en train d'aller. Voilà. Voilà. Mais ça, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas les briques technologiques de base. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous ne pouvez pas avoir ce type d'expérience si vous n'avez pas les briques technologiques de base. Il vous faut les briques technologiques de base pour que vous puissiez être capable d'avoir de l'agilité, parce que c'est dans de l'agilité qu'on peut battre ses concurrents. Mais bon, je ne vais pas seulement parler de concurrence. Je sais que il y a parmi ceux qui nous écoutent des institutionnels, c'est dans peut-être chez eux, c'est l'efficacité qu'ils chercheront. L'efficacité, voilà. Mais il vous faut donc avoir ces briques technologiques de base pour pouvoir, n'est-ce pas, être capable de profiter de toutes ces technologies. Je vais finir ma présentation. Juste une minute. Voilà. Donc, je vais finir la présentation. Après avoir, donc, je vous ai dit, pour implémenter le FIDO sur Office 365, vous allez sur notre article de blog et vous allez voir comment faire. Donc, call to action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès aujourd'hui, mettre en place un plan pour activer le MFA sur tous vos comptes. Et quand je parle de plan, c'est-à-dire que c'est vrai, il faut pas, j'ai montré que c'est simple, mais ce n'est pas tout à fait simple de l'implémenter sur une population d'utilisateurs. Il y a une méthode, il y a un plan de communication, il y a une façon, voilà, il y a de l'assistance à faire. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et si vous ne savez pas faire, nous sommes là pour vous accompagner. Ça, on sait faire. Il faut planifier votre migration vers une plateforme technologique de nouvelle génération, ce qu'on appelle le modern desktop. D'accord? Windows 10 et Office 365, c'est vraiment le couple, n'est-ce pas, gagnant. Aujourd'hui, vraiment, en termes de technologie, et là, on parle que d'identité, hein, parce que dans les prochains séminaires, on va voir d'autres couches et vous allez voir la richesse, n'est-ce pas, de cette plateforme. Quand on parle de modern desktop, vous allez voir la richesse en termes d'outils, n'est-ce pas, qui vous sont offertes par cette plateforme. Et il faut vous tenir informé sur les nouveautés du domaine de la sécurité. Vous faites déjà bien d'assister à un webinaire comme celui-ci. Je pense que c'est déjà une première chose. Et vous devez
sensibiliser le top management aux questions de sécurité. Parce que parfois, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est le top management qui a été un frein à la mise en place d'une politique sécurité efficace. Ça aussi, on sait faire, n'est-ce pas? Si vous avez des difficultés à parler à votre top management, à leur expliquer bien, n'est-ce pas, avec données ou méthodes à l'appui, comment est-ce qu'on peut faire? Nous sommes là pour vous accompagner et pour, n'est-ce pas, faire le travail. Je voudrais finir cette session pour j'espère que les informations, que tout ce qu'on a montré, j'espère que ça a été utile. Et je souhaite que, n'est-ce pas, que vous continuez, n'est-ce pas, à venir à nos séminaires pour profiter de ces briques technologiques que nous montrons. Notre travail, c'est de prendre, n'est-ce pas, le meilleur de la technologie et de le mettre à votre disposition. Notre ambition, c'est d'être un groupe panafricain avec les mêmes standards que ceux qui sont utilisés par tous les grands noms de l'industrie, de l'industrie de services IT que vous connaissez. Et donc, c'est pour ça que nous organisons de pareils séminaires pour que nos clients, et même ceux qui ne sont pas encore nos clients, puissent être au fait de ce qui se passe dans l'univers et dans notre secteur d'activité. Sur ce, je vais vous remercier pour votre aimable attention et on peut passer à la session des questions. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Gaston. Oui. C'est Thomas. Moi, j'ai pas 365 chez moi. Je suis avec 2016. Oui. Et puis, je ne sais pas comment. Le MFA, c'est très intéressant. Comment puis-je comment puis-je déployer ça dans mon système? Je suis avec Windows 2016 et Windows Server 2016. Oui, oui, tout à fait. J'ai très bien compris. C'est pour ça que dans la dernière slide, on a parlé des infrastructures de nouvelle génération. En fait, il faut planifier de migrer dans cette... Parce que déjà, il faut planifier de migrer vers des infrastructures qui puissent, n'est-ce pas, supporter, n'est-ce pas, cette technologie. Si vous voulez mettre du MFA avec des technologies, on va dire, anciennes, il faudra certainement mettre de l'ADFS. Et vous avez vu la complexité, n'est-ce pas, en termes de requirements techniques que nous avons évoqués, n'est-ce pas? On va passer dans un cycle de projet, n'est-ce pas, qui est excessivement long, alors que, n'est-ce pas, en planifiant un projet de migration vers ces briques technologies nouvelles-là, c'est là que vous pouvez profiter rapidement de ces innovations. Parce que là, on n'a que parlé du MFA, mais il n'y a pas que MFA. Voilà. Il n'y a pas que MFA. Aujourd'hui, on parlait spécifiquement de l'identité. Voilà, donc il faut absolument, il faut déjà l'intégrer. De toute façon, aujourd'hui, c'est une tendance. C'est là que va l'industrie. Voilà. L'industrie a un sens et c'est là-bas que l'industrie est en train d'aller. Voilà. D'accord. Ok, merci. Je crois que je vais te solliciter pour blender encore un peu plus mon environnement réseau au bureau. Allô? Oui. Allô? 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 Oui. Allô? Oui, on monsieur vous écoute. Ndoubé? Oui, monsieur. Ouais, je suis Traoré Lassina. Oui, je suis Traoré, Lassina. enchanté. Je suis... Ouais, merci beaucoup. Je suis à Divo. D'accord. Moi, je n'ai pas la suite Office, mais j'ai plutôt la suite Open Office en version libre. D'accord. Est-ce que si j'opte aujourd'hui puis Microsoft 365, est-ce que mes fichiers, tous les documents que j'ai en Open Office
vont être repris automatiquement ou alors il y a des risques de perte de données? Non, non, tout à fait. C'est un projet de migration. Ils seront repris automatiquement. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est un projet de migration. On va migrer vos documents vers la plateforme Office 365. D'accord. Ouais, ouais. Merci beaucoup. OK. Allô? Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Adam Samer, Oui. la société Phascoplas. Oui. Au début, vous nous aviez proposé un questionnaire à remplir Oui. et qui devrait être expliqué par la suite. Oui. Bon, sauf erreur de ma part, je n'ai pas suivi cette explication. Je pense qu'elle n'a pas été donnée. Adam, ce n'était pas, en fait, le questionnaire, c'était pour comprendre un peu la population d'utilisateurs. Il n'y avait pas forcément parce que j'ai posé 4 questions, j'ai demandé, en fait, c'était dans la suite de la présentation, j'ai demandé s'il y a des gens, quel serveur de messagerie. Il y avait des gens qui avaient du Office 365, il y avait des gens qui avaient de l'Exchange, n'est-ce pas? Et j'ai demandé s'il y a des gens qui connaissent ce que c'est que le MFA. Ça, c'était une autre question. S'il y en a qui l'ont déjà implémenté, il y en avait. Il y en a qui ne l'ont pas. Il y a même des gens qui ont dit, je ne vois pas à quoi ça sert. Voilà. Et donc, j'espère que vous, à ce moment de la présentation, si vous avez assisté à tout, vous savez à quoi ça sert le MFA. Oui. Voilà. OK. D'accord. C'est bien. Okay. Et maintenant, l'autre question, c'est est-ce que je l'ai mis en place? Est-ce qu'il faut attendre? Voilà. Donc, c'était juste pour sensibiliser, surtout, n'est-ce pas, dans le contexte actuel. D'accord. OK, merci. OK. Allô? Oui. Allô? Question? Bonsoir, monsieur Gaston. Oui, bonsoir. Laurent, vous pouvez dire Gaston, ça ira. Oui. Pardon? Je dis, vous pouvez dire Gaston, ça ira. Ah, d'accord. Excusez-moi. Bonsoir, Gaston. C'est Laurent Manzi de la nouvelle société cotonnière du Togo. D'accord. Dans votre présentation, vous êtes un peu revenu sur les mérites du cloud. Oui. Moi, mon inquiétude, les appréhensions que j'ai par rapport au cloud, c'est le problème que c'est vraiment lié à Internet. Vu les soucis qu'on a vraiment à avoir, mettre très fluide, bon, on hésitait vraiment à y aller, quoi. Je ne sais pas comment ça se dessine dans le futur par rapport à ça. Même vos séminaires passés, j'ai pas pu les suivre à cause du problème d'Internet. Oui. Donc, là même aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'avoir ce qui a été fait avant? Ah oui, il y a un lien que, bon, pour la dernière question, il y a un lien que Jean-Philippe a posté. Jean-Philippe peut peut-être reposter le lien vers les derniers séminaires. Je pense qu'il a dit que c'est sur le blog. Donc, puisqu'on les enregistre, les séminaires, donc vous pouvez les revoir après, même si, voilà, vous pouvez les revoir après. Et c'est vrai que le cloud dépend de l'Internet. Mais après, c'est surtout, vous avez vu que toujours en matière de technologie, il y a toujours ce qu'on gagne et ce qu'on perd. C'est vraiment, il n'y a jamais de monde idéal, mais l'Internet, de moins en moins, il y a moins de problèmes. Et au Togo, c'est Togo ou Bénin? C'est Togo ou Bénin, Togo. monsieur Mansi? Togo. Et au Togo, il y a beaucoup de clients qui ont déjà adopté le cloud. Je parle par connaissance de cause. Et ils travaillent et ils ne se plaignent pas particulièrement de l'Internet, vraiment. Hein. Ils ne se plaignent pas particulièrement de l'Internet. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez profiter des fonctionnalités comme celles que nous avons montrées là, il faut vraiment que vous ayez les briques technologiques qui vont bien. Voilà. Merci beaucoup. OK. Merci. Allô? Merci. Oui? Allô, bonsoir. 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 Allô? Oui, on vous écoute. J'ai la main. OK. En premier lieu, je veux intervenir par rapport à mon prédécesseur qui est dans le coton comme moi. Oui. Moi, c'est Abdia Sachade de la Sodeco.
Ah, les Je suis aussi dans le cotonniers. coton. Ouais. Oui, nous, on a basculé dans le cloud et je Oui. crois que c'est le meilleur choix. Nous aussi, on avait des hésitations. Est-ce que les connexions vont être à la hauteur et tout? Mais je crois Voilà. que c'est irréversible. Le monde entier est dans cette dynamique-là. Ouais. On n'a pas le choix. Il vaut mieux mettre toute la dynamique de la société dans ce sens-là plutôt que de l'éviter et puis de chercher des bricoles pour Voilà. améliorer le quotidien. Quand vous êtes Voilà. en tout Internet, il y a pas Mhm. mal de choses que vous réglez et Exactement. que vous ne pouvez pas régler autrement. Vous n'avez plus besoin Exactement. d'interconnecter vos sites, par exemple. Hein? Voilà. Chaque site regarde vers le cloud. Vous n'avez plus besoin de parler d'interco. Les gens vont vous Ouais. parler de MPLS, de machin, tout ça. C'est fatigant. Vous avez simplement Ex- Internet sur un site. Vous n'avez plus besoin de synchroniser des dossiers. Vous n'avez plus besoin de synchroniser des bases de données. Ok. Tout est en un seul endroit. Et Tout à fait. ça vous enlève toutes ces gestions-là. Aujourd'hui, on Ouais. n'a plus de problématique même de sauvegarde dans chacun Ouais. des sites. Et Voilà. tout ça, c'est géré de façon plus élégante. Donc, il vaut mieux concentrer les efforts pour avoir les Oui, briques oui. technologiques. Et la première brique étant Internet, que de se Voilà. casser la tête sur des problèmes classiques. Voilà. Donc, Exactement. ça, c'était mon apport. Ok. À part ça, j'aimerais savoir, Oui. vous avez parlé de MFA, j'ai pris le train en marche, Oui. mais je l'ai vu que l'aspect euh, Microsoft Authenticator, Oui. oui, est-ce qu'il y a d'autres façons d'adresser Oui, le oui. MFA? En fait, Lesquelles, j'ai par montré. exemple? Oui, oui, j'ai montré. Bon, vous n'avez vu que l'aspect Microsoft Authenticator, peut-être parce que vous êtes venu à la fin, parce que peut-être que vous avez vu quand on a parlé du passwordless. Mais j'ai montré dans les options, vous choisissez, vous avez le SMS, vous avez le téléphone, vous avez l'appel téléphonique. Il n'y a pas que l'Authenticator. Vous avez plusieurs autres options que vous pouvez définir. Est-ce que vous êtes sûr que pour un patron, ces façons de faire là sont plus simples que de juste mettre le même mot de passe qu'ils connaissent depuis des années? Mais, euh, Abdias, on a dit même Oui. que on peut se passer du mot de passe. Vraiment, je ne sais pas ce qui peut être plus simple que ça. Oui, mais en se Hein? passant de mot de passe, il faut attendre un SMS Non, et non, pas du reproduire tout. le. C'est pas. Ah, ok. Non, bon. En fait, l'option mot de passe, passwordless, marche seulement avec Microsoft Authenticator. Et c'est vraiment très simple. C'est un truc qui s'affiche, un numéro qui s'affiche sur votre écran. En fait, il vous propose 3 numéros, parmi lesquels un numéro qui correspond à ce que vous voyez à l'écran. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Mais le truc, c'est quoi? C'est d'être sécurisé. Il faut que le patron comprenne que le mot de passe qu'il utilise depuis des années déjà, c'est dangereux de le faire. Parce que je pense qu'on se comprend. Mais qu'aujourd'hui, on n'est plus à. Il ne faut pas attendre que le désastre se produise, quoi, pour prendre les bonnes dispositions. Est-ce qu'il y a des solutions qui utilisent de la biométrie? Bien sûr, bien sûr. Il y a même des solutions qui utilisent, j'ai montré ce constructeur Ubico là, Ah oui, Ubico, avec une oui, clé là. Oui. voilà, avec une clé, Ça, par exemple, oui, ça arrange les DG. voilà, Encore que ça suppose qu'il faut trimballer une clé, il ne faut jamais l'oublier, bon, etc. Sinon, c'est le genre exactement, de, c'est voilà, de c'est trucs le genre qui de sont, solution que les voilà, patrons peuvent adopter rapidement. Hein, exactement, s'ils peuvent s'identifier par une caméra, par une oui, webcam, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, oui, oui, pour pas les. bon, on n'a pas parlé de ça. Quand vous avez Windows 10, vous avez un système qu'ils ont introduit dans Windows 10 qui s'appelle Windows Hello. Windows Hello for Business. Oui. Et ça, il faut avoir le bon laptop, c'est-à-dire vraiment côté matériel. Et lui, ça utilise la reconnaissance faciale. Donc, c'est un système. On pourra peut-être organiser un webinaire là-dessus, mais ça marche aussi. Ça, ce n'est même pas. Ça, c'est Windows. Et ça Avec s'intègre Windows. bien à Office 365. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Mm. Allô, Gaston? Oui.
Oui, pour ajouter sur ce que vous avez dit, Gaston a très bien dit parce que ça ajoute une couche de sécurité pour ce qui est existant déjà. Par exemple, quand vous recevez votre mail, par exemple, ça fait déjà une authentification qui est traditionnelle, qui fait ce qu'on appelle les clés privées et avec les clés publiques. C'est déjà une méthode d'authentification. Et comme Gaston l'a très bien dit, il y a le MFA ou le 2FA, par exemple, qui sont les couches de sécurité additionnelles. C'est pour vous aider à mieux sécuriser, pas qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est d'autres mesures à mieux sécuriser votre entreprise, rien que pour ajouter sur ce que Gaston vient de dire. Ok, merci Alphonse. Ok, autre question avant que nous ne mettions un terme à... Oui. Allô, moi j'ai une question. J'ai été très séduit par la dernière partie de la présentation, notamment pour ce qui concerne le passwordless. Le passwordless. Le FIDO. Le passwordless, oui. Alors, est-ce que dans un environnement, on peut avoir un mix des deux, c'est-à-dire une population utilisant le MFA classique et une autre utilisant le FIDO? Bien sûr. Dans un environnement, par exemple, Office 365, là, le FIDO, ce n'est pas user. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous l'activez pour l'utilisateur que vous voulez. OK. Oui, oui. D'accord. C'est pas utilisateur. C'est pas un truc de groupe. Vous l'activez pour l'utilisateur que vous voulez. OK. Merci. OK. Allô? OK. Allô? Il y a Ousmanou qui, pour ceux qui ont des comptes Gmail, est-il possible d'utiliser une application pour téléphone nommée Google Authenticator? Bon, mais Google Authenticator, c'est pour les gens qui ont, mais ça c'est pour aller sur Gmail. Ça c'est le MFA de Gmail, quoi. Ça c'est le MFA de Gmail. Mais nous ici, on va dire qu'on fait un focus sur les produits, pas les produits grand public, vraiment les produits entreprises. Donc, voilà. Donc, Google Authenticator, c'est Gmail. Voilà. Il sécurise bien Gmail. Voilà. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. J'ai une toute dernière question. Vous m'excusez, je vais revenir sur le MFA. Quand je résume, le MFA, c'est un système de sécurité plus corsé qui prend en compte le mot de passe, une clé et puis l'empreinte digitale. Est-ce que c'est bien cela? Oui. En fait, ça c'est un... Parce que, en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs facteurs. C'est-à-dire que, en plus du mot de passe, il faut ajouter quelque chose. Oui. Voilà, c'est ça l'idée principale. Donc, vous pouvez ajouter une clé, vous pouvez ajouter votre téléphone, une application, voilà. C'est ça l'idée. Oui, d'ajouter en plus du mot de passe quelque chose. D'accord. Voilà. OK. D'accord. Oui. Mais quand vous dites quelque chose, le top aujourd'hui, c'est mot de passe, clé et puis l'empreinte digitale. Oui, mot de passe, clé, empreinte digitale, oui. Il y a tout ça. Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a mieux après ça? C'est déjà pas mal, franchement. C'est déjà pas mal, très bien. On a dit que quand vous mettez ça, vous réduisez à 99% les risques de compétition. Voilà. C'est ça. On est déjà pas mal. D'accord. Merci beaucoup, M. Louis. Oui, Thomas. Oui. Dis-moi, est-ce qu'on peut avoir les slides? Ou bien... les slides, c'est pour... Non, mais il y a le replay de la présentation Pour les slides, il faut demander à M. Joël. Je ne sais pas si on est autorisé à donner les slides. D'accord. Gaston, oui, on inclut également les slides dans les posts de nos blogs. Hein. Donc, vous retrouvez les slides dans un premier temps et puis en fin de post, vous retrouverez la vidéo. Je vous invite à vous y rendre tout de suite. Vous pourrez déjà retrouver les précédents webinaires. Merci.
Merci. Ok. Ok. Il y a Gilles. Oui, oui. Bon, je pense qu'on va prendre une dernière question. Il y a Gilles qui pose une question. Il dit, est-ce que le MFA s'adapte parfaitement dans un environnement virtuel? Je parle ici d'un cas de sinistre qui amène la mise en service des serveurs cluster de l'entreprise. Bon, je ne comprends pas très bien la question de Gilles. Je ne sais pas s'il peut parler comme ça pour lui. Je ne comprends pas très bien là où il veut en venir. Bon. Alors, Gilles, il est dans le call. Il est encore là. Bon. Jean-Philippe, Joël, je ne sais pas. Oui. Bonsoir, c'est Yasmine. Oui, Yasmine. Bon, pour le MFA, nous, on a déjà la double authentification sur des comptes admin. Oui, c'est ça. On a quand même installé sur des comptes utilisateurs. Donc, et Oui. comme nos comptes admin sont restés dans Office 365, on n'a pas migré. Comme la dernière fois, on a fait la migration vers local. Oui. Maintenant, pour activer la double authentification sur les comptes qui sont déjà migrés en local, la procédure, c'est le faire sur Office, sur le centre d'administration Office 365 ou bien... Oui. Sur le centre d'administration. Oui. D'accord. Merci. Ok. Bon. Joël? Oui, Joël est là? Oui, je suis là. Donc, je te laissais édifier nos clients et partenaires de différentes de l'expertise. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont connectés et poser des questions. Un mot de conclusion, peut-être? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, juste pour dire que le sujet de l'authentification qui touche au sujet de la sécurité, de la confidentialité, de la gestion d'identité est un sujet central en ce moment où les systèmes d'information sont ouverts, étendus vers l'extérieur et les gens y accèdent de plusieurs sites. Donc, je tiens à te remercier d'avoir partagé l'état de l'art sur cette question et aussi comment on pouvait le faire dans Office 365. Merci aussi à nos clients pour leur participation. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, le replay sera disponible sur le blog d'ici la fin de la semaine, et ainsi que les slides de Gaston pour ceux qui veulent les revoir. Et nous restons disponibles pour tous vos projets. On a vu qu'au début, qu'il y a beaucoup qui avaient un autre système de messagerie, par exemple, d'autres qui ont d'autres systèmes d'authentification. Donc, nous sommes disponibles dans nos différents bureaux. Je rappelle que nous sommes présents au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans les deux Congos. Donc, et bientôt au Gabon. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Gaston@st.digital, Jean-Philippe@st.digital, Joël@st.digital. Merci et bonne fin d'après-midi. Ok. Merci à tous. Joël, également, vous recevrez notre questionnaire de satisfaction dès ce soir. Petite précision, excusez-moi, c'est important le questionnaire de satisfaction, ça nous fait très plaisir. Ça vous permet aussi d'intégrer vos éventuels besoins par rapport à la session d'aujourd'hui qui ont pu apparu comme ça. N'hésitez pas pour les questionnaires de satisfaction, nous envoyer directement un email sur info@stdigital également. Voilà, petite dernière précision.
Ok. Merci à tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Respectez les gestes barrières. Et on se voit au prochain webinaire qui aura lieu vendredi, c'est ça, Jean-Philippe? Oui, vendredi, oui. Ok, d'accord. À quelle Merci, heure? Bonne soirée. Vendredi. Vendredi, à quelle heure? À quelle heure? La même heure. La même heure. C'est la même heure. C'est la même heure. Très bien. D'accord, merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Oh, j'ai fini ma réunion. Ouf, c'est bon. Hein? Nous, les enfants n'utilisent pas, non. Si vous utilisez, pourquoi pas? Les enfants, vous utilisez? Nous, nous n'avons pas envoyé un message. Nous, on nous a pas envoyé un message. Ah bon? Il est là. C'est lui qui m'a dit.